l'auteur universitaire aurait pu nous livrer ses réflexions scientifiques à propos de ses thèmes les plus favoris. Mais cet après-midi, il a choisi de nous entretenir sur sa vie. Il a choisi de nous entretenir sur une totalité, faite de son partage avec les autres en communauté et en société, faite de son partage avec ses camarades étudiants, de son partage avec ses collègues enseignants d'université. C'est en cela que l'événement se veut exceptionnel. Il emprunte les pas d'autres universitaires. Nous pourrions citer ici l'exemple du professeur Boyo Massala, qui, après avoir atteint les cimes de la science dans son domaine, a choisi de livrer ou de nous appeler à la réflexion à travers un roman, qui plus est, une œuvre autobiographique. Autour de cette œuvre, nous vous avons appelé pour venir écouter le paratexte, qui d'une manière générale va s'ordonner autour de 5 points principaux. Le premier point, c'est la note de lecture du professeur Robert Foti. Le deuxième point, c'est le regard critique, autrement dit la réception de cette œuvre par un lecteur averti, le professeur Roger Mondoué. Le troisième point, c'est le mot de l'auteur qui nous accueille et qui nous invite au partage intellectuel. Le cinquième point, ce sont les échanges. Mais là n'est pas le plus important, mesdames et messieurs. Le plus important, c'est bien la dédicace qui motive en réalité cette cérémonie. Ce texte qui nous rassemble ici cet après-midi, dans les arcanes du destin, publié au premier trimestre de cette année 2022, est le premier roman, non pas du professeur, mais d'André Liboire Salabani, sans qualification, puisque en écrivant ici, il devient auteur. Et donc pour le citer, on n'a plus besoin de sa casquette d'enseignant. C'est donc le premier roman d'André Liboire Salabani, plus connu comme enseignant de philosophie que comme auteur de fiction. Rien d'étonnant à cela, après tout, car il se situe, modestement on va dire, dans la lignée d'illustres devanciers comme Sartre ou Camus, dont les plumes ont aisément voyagé entre les muses de la Sophia et de l'imagination. Le volume de 195 pages frappe d'abord par sa première de couverture. Au premier plan, et qui accroche tout de suite l'œil du lecteur, une grosse cylindrée, dont la majesté de la couleur noire, les chromes rutilants et l'arrondi des formes dégagent une impression de solidité, d'opulence. En faisant plus attention, on observe sur la droite, tels des oiseaux en escadrille, un vol de livres ouverts, épais vers le bas et s'effeuillant plus léger à mesure qu'ils s'envolent dans un ciel sans nuages où trône un soleil tranquille. Quelle relation entre cette illustration de couverture et le titre du roman? Les arcanes désignent toute opération hermétique dont le secret doit être connu des seuls initiés. Le destin, pour sa part, c'est la puissance supérieure qui semble régler de manière fatale les événements de la vie humaine. Opération hermétique, secret, initié, puissance supérieure, fatalité, de quoi intriguer et solliciter l'imagination du lecteur sur le contenu à venir. Ce péritexte se complète par un avertissement au lecteur qui ouvre le roman et dans lequel l'auteur donne les conditions pour comprendre le texte. Mettre en veilleuse l'existentialisme qui a plongé l'Occident dans un athéisme qui gagne progressivement, malheureusement, l'Afrique, à travers des spiritualités importées, contraires à sa vision à lui, qu'il énonce clairement. Je cite, « La particularité de ma vision de l'existence dans ce récit réside en ceci que je considère qu'il existe un macrosens incrusté dans le monde tel qu'il fut défini par l'imagination primordiale ou originaire, Dieu.
Il invite ainsi le lecteur à aborder le texte avec la croyance qu'un être supérieur régente tout dans la vie des hommes. On entre ensuite dans le texte proprement dit, dont la structure est faite de 4 parties, portant des titres assez révélateurs de la volonté de l'auteur de proposer un récit linéaire. Première partie, l'aurore de l'Odyssée. Situation initiale, pourrait-on dire si on est structuraliste. Deuxième partie, sur les chemins escarpés de l'éducation, péripétie numéro 1, si l'on est structuraliste. Troisième partie, une existence persécutée par des forces occultes, péripétie numéro 2, et à chaque fois péripétie est au pluriel. Et quatrième partie, un itinéraire professionnel triomphal, péripétie numéro 3 et situation finale. On assiste donc ainsi à un récit qui se décline en situation initiale, multiples situations intermédiaires et situation finale. Et en effet, un narrateur extra-diégétique et omniscient entraîne le lecteur dans la vie du personnage principal à travers les 4 moments ci-dessus indiqués. Il s'agit d'un itinéraire semé de 1000 embûches qui, au final, se présentent comme des étapes nécessaires à la réalisation du destin de Ross Pop, le personnage principal du roman. Tout commence par sa naissance improbable. Après 11 mois de grossesse et 15 jours de travail et de saignements intenses de la plébipare, des suites d'attaques mystiques des coépouses de la mère de la jeune maman, par ailleurs abandonnée par l'auteur de sa grossesse précoce. Elle est néanmoins encadrée par ses parents, dans une famille polygamique, rongée par la jalousie, la méchanceté, les rancœurs, l'égoïsme, la maladie et la mort, sur fond de sorcellerie. L'enfant finit par venir au monde et, protégé par son grand-père, dont il sera à la fois l'homonyme et l'héritier matériel et spirituel, il parvient, malgré un parcours scolaire très mouvementé en raison d'une instabilité géographique chronique, l'égoïsme d'un oncle jaloux et l'irresponsabilité d'un géniteur retrouvé, mais sous l'emprise d'une de ses épouses, a passé son baccalauréat A4 espagnol après avoir fait la seconde C. L'inscription à l'université sera marquée par d'autres tracasseries qui ne généreront pas l'obtention d'une licence, d'une maîtrise et d'un DE en philosophie après une première année en lettres modernes françaises. Après l'école normale supérieure d'où il sort enseignant de lycée et reçoit son diplôme 7 mois de retard, et reçoit son diplôme après 7 mois de retard ou toute la promotion, autre injustice, autre tracasserie, il s'inscrit en thèse et, recruté, non sans de nouvelles péripéties, comme assistant à l'université, il soutiendra un doctorat en philosophie dans le domaine alors innovant de la bioéthique au bout de 3 ans. Performance rare dans un environnement où les candidats passaient plusieurs années en doctorat. Va s'en suivre un parcours professionnel brillant, ponctué de voyages à l'étranger, de publications, de changements de grade jusqu'à celui ultime et prestigieux de professeur, mais presque jamais sans obstacle. On comprend donc le sens de la rutilante cylindrée et l'effeuillement des livres en couverture. Il s'agissait de la figuration d'un destin accompli grâce à la connaissance que procurent les études, et cela malgré l'adversité. Le lecteur attentif remarquera aisément des similitudes entre Ross Pop, le personnage, et l'auteur. D'abord parce qu'il porte le même nom, Salah, qui est celui du grand-père protecteur, et ensuite parce que nombre de lieux, de noms, de circonstances, de titres, de publications lui sont connus et reconnus. La dimension autobiographique ne fait donc aucun doute. On n'a pas de mal à reconnaître le philosophe, à la fois derrière le personnage et le narrateur. Un narrateur qui agrémente le récit de questions d'ordre métaphysique, mais qui ne laisse pas place au débat, la position de l'auteur étant connue depuis l'avertissement au lecteur. Le récit est ponctué d'interrogations métaphysiques
auquel le narrateur répond en tenant compte de la position annoncée de l'auteur de la croyance en un Dieu qui règle tout. Ceci nous met en présence d'un roman à thèse, dont le but est de démontrer, si ce n'est de montrer, que l'itinéraire de chaque homme, et particulièrement celui de l'auteur, est tracé d'avance par Dieu, et que toutes les tentatives humaines de le dévier de son cours immuable et tranquille sont vouées à l'échec. Pour exprimer et démontrer cette conviction à la fois philosophique et spirituelle, André Liboit-Talabani a choisi le roman plutôt que l'essai philosophique. Pour le faire, il déploie une écriture pédagogique, explicative, qui s'illustre par de nombreuses redites et répétitions, à la fois de certains termes du genre « comme je l'ai déjà indiqué », c'est le narrateur qui parle « comme je l'ai déjà indiqué », comme on le verra plus loin, et de certaines situations, par exemple, certaines attaques mystiques reviennent plusieurs fois dans le récit. Mais cette figure de redondance, si elle vise à tenir le lecteur par la main pour qu'il ne se perde pas et qu'il ne rate rien de la gravité de certaines situations qui sont évoquées, si donc elle a pour vertu cette figure de redondance, de conduire le lecteur pas à pas à travers la trame du récit, on peut noter cependant qu'elle ralentit la tension narrative qui rend parfois la lecture haletante. C'est que l'ambition démonstrative a quelque peu pris le dessus sur le souci de construction romanesque de notre jeune auteur qui en est encore à ses débuts dans l'écriture fictionnelle. Il y a lieu, pour terminer, de signaler que le plaisir du texte, comme le dirait Roland Barthes, le plaisir de la lecture, aurait été plus grand si les éditions Papyrus de Boaké en Côte d'Ivoire, qui nous ont livré ce produit final, ne s'étaient pas rendues coupables d'un amateurisme éditorial inacceptable. En effet, un nombre trop élevé d'incorrections jonche le texte qu'un bon comité de lecture aurait éliminé. Cependant, je recommande vivement ce livre qui, au bout du compte, nous montre qu'on peut partir des situations initiales les plus défavorables pour se hisser au sommet par la persévérance dans l'effort et en vertu de la volonté divine, essentiellement tournée vers le bien au détriment du mal. Monsieur le professeur Alexandre Jimeli, modérateur de la présente cérémonie de dédicace de l'ouvrage de mon très cher frère, ami et collègue, le professeur André Liboit-Talabani. Je voudrais commencer donc par remercier très simplement et surtout humblement mon collègue, frère et ami, M. Talabani, qui a bien voulu m'associer à la présente cérémonie de dédicace et qui a pensé que je pouvais apporter une grille de lecture critique quant à la production romanesque qu'il vient d'offrir à toute la communauté scientifique, intellectuelle et épistémologique de l'humanité. Donc merci, monsieur le professeur, pour cette haute marque de confiance. Monsieur le professeur Robert Fortier-Mangwa m'a précédé ici et a donc posé les balises pour une compréhension, un avant-goût de l'ouvrage que propose ce jour le professeur André Liboit-Talabani. Je me propose à mon tour de vous livrer une petite réflexion sur la thématique suivante, de l'existentialisme sartrien au jansénisme reloqué de Talabani. Un thème ardu, ou alors au concept ascon, comme le sont très souvent les concepts philosophiques, me diriez-vous. Eh bien, ma présentation, pour mieux dérouler donc mon propos, va tenir en 3 points. D'abord, un déblayage conceptuel, parce que justement, comme il y a 2 syntagmes
nominaux assez importants là, essentialisme sartrien et jansénisme reloqué, il sera question de camper ces différents syntagmes-là pour savoir à quoi ils renvoient exactement. Il me reviendra ensuite l'honneur de présenter Rose Pop ou du jansénisme tchalambanien, ce qui est une introduction à ce que j'appelle le jansénisme stoïcisant. Alors, donc je commence par le premier point, mais d'abord des précautions méthodologiques inspirées par le modérateur. De quelle critique s'agit-il? Il ne s'agit pas de la critique au sens dialectique, philosophique, où on dit qu'il y aura une thèse, une antithèse et une synthèse. Il ne s'agit pas d'une critique pour démontrer que l'ouvrage a des failles philosophiques ou des manquements philosophiques. Non, il s'agit d'une lecture, d'une grille de lecture à partir de mon ressenti en tant que lecteur, en tant que philosophe de ce roman. Donc, autre précaution méthodologique, lorsque je dis de l'existentialisme sartrien au jansénisme reloqué, il ne s'agit pas d'un passage d'un point A à un point B. Il ne s'agira pas de cela. Il s'agira plutôt d'un point de rupture par rapport à une philosophie ambiante. Une philosophie qui gouverne pratiquement notre être monde aujourd'hui, l'économie monde, c'est du néolibéralisme que ne partage pas effectivement le professeur Tchalambani parce qu'essentiellement économico-fasciste, parce que essentiellement terrorisante du point de vue ontologique. Donc, il ne s'agit donc pas de partir d'un point pour un autre, d'après lui. Il s'agit donc de rompre avec l'existentialisme sartrien qui pose, comme on va le voir tout à l'heure, que l'existence précède l'essence et plutôt renverser ce paradigme sartrien en posant que l'essence précède l'existence. On va voir comment tout à l'heure. Alors, passons très rapidement donc ces précautions méthodologiques posées au déblayage conceptuel. Ce n'est pas un cours sur l'existentialisme. Le public n'est pas fait que de philosophes. Donc il m'importe donc de revenir, n'est-ce pas, sur l'essentiel, revenir à l'essentiel de ce qu'on appelle l'existentialisme. Alors il s'agit de toute philosophie qui porte son intérêt sur l'existence, comprise non comme l'être des choses, mais comme la subjectivité humaine. Kierkegaard serait la source de ce point de pensée qui s'est développé essentiellement à partir des années 1930. On cite comme essentialistes Martin Heidegger, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Merleau-Ponty. Mais seul Sartre, il faut le dire, a explicitement revendiqué la dénomination existentialiste. Ça, c'est dans l'existentialisme est un humanisme. Alors, il existe des tendances dans l'existentialisme, et Sartre également les a recensées. Il y a deux tendances lourdes. La tendance chrétienne et la tendance athée à laquelle Sartre souscrit. Alors, l'existentialisme chrétien est adossé par la pensée de Kierkegaard. Il s'agit de trois affirmations majeures. Première affirmation, l'univers est fondamentalement paradoxal et que le plus grand paradoxe de tous est l'union transcendante de Dieu et de l'humain en la personne du Christ. Deuxième affirmation, avoir une relation personnelle avec Dieu dépasse toutes les morales, les structures sociales, les normes communes établies. Troisième affirmation, suivre les conventions sociales est essentiellement un choix esthétique personnel que font les individus. Alors après Kierkegaard, l'essentialisme s'est scindé à côté des partisans de l'essentialisme chrétien que sont Paul Tillich, Karl Jaspers, Gabriel Marcel, Paul Ricoeur, Jacques Lavigne. On a l'existentialisme athée de Nietzsche, Sartre et Camus, qui retient l'idée du choix personnel et de la responsabilité, mais écarte la mise en lien personnel avec Dieu. Alors, Jean-Paul Sartre le dit assez clairement, lorsque dans l'essentialisme d'un humanisme, nous avons pu donc y relever un ensemble de principes ontologico-éthico-praxéologiques qui définissent l'essentialisme sartrien. Alors, premier principe majeur, l'existence précède l'essence. Ou si vous voulez,
qu'il faut partir de la subjectivité. Là, c'est Sartre lui-même qui parle. Alors, l'homme est ce qu'il se fait. L'homme est projet. L'homme est d'abord projet, un projet qui se vit subjectivement, au lieu d'être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur. Rien n'existe préalablement à ce projet. Rien n'est au ciel intelligible. Et l'homme sera d'abord ce qu'il aura projeté d'être. Ça, c'est Sartre qui parle. L'homme est pleinement responsable. Et il ajoute, mais si vraiment l'existence précède l'essence, l'homme est responsable de ce qu'il est. L'homme est quoi? Il est liberté. L'homme est responsable de sa passion. L'homme invente l'homme. Et il reprend une formule chère à un très grand penseur de littérature. L'homme est l'avenir de l'homme, pas Dieu. Alors, il n'y a pas de morale en général. Et il n'y a pas de nature humaine. L'essentialisme s'oppose au quiétisme, c'est-à-dire à cette philosophie qui gagne le Camerounais, qui veut, chaque fois qu'on a un problème, de répondre « on va faire comment ?» que j'appelle « on va faire commentisme ». Alors, donc, passons maintenant au jansénisme, qui présente donc 3 orientations essentielles. Alors, j'aurais pu vous faire l'économie du commencement du jansénisme. Là, on se perdrait ici toute la soirée. J'aurais pu également revenir aux principaux acteurs et auteurs du jansénisme. Mais là également, je crois, le temps me prendrait à la gorge. L'oiseau de Minerve ayant pris son envol, on risque de ne pas pouvoir l'arrêter, surtout qu'il fait déjà nuit. Alors, mais retenons déjà qu'il y a essentiellement 3 grands courants. Alors, les orientations sont les suivantes donc. Les appelants rationnels, les convulsionnaires et les nostalgiques de Port-Royal. Alors, très rapidement, les appelants rationnels, c'est les jansénistes, dont les figures emblématiques sont Quesnel et Arnaud. Tous sont des théologiens, sans nécessairement partager les mêmes points de vue. Antoine Arnaud se rapproche de la logique cartésienne, notamment son rationalisme, mais un rationalisme théologisé. La particularité des appelants rationnels est qu'ils ne s'enferment pas dans l'antimolinisme. L'antimolinisme, on aurait pu développer aussi là, cet aspect de jansénisme. Il y a également 2 autres tendances sous les appelants rationnels, le gallicanisme plutôt dit, et le richérisme. Bon, vous pouvez noter et puis plus tard faire la recherche. C'est aussi ça, le regard critique. Alors, donc, les convulsionnaires, par contre, s'opposent radicalement aux appelants rationnels, en ce sens qu'ils ont la conviction qu'avec le retour du prophète Élie, le peuple juif pourra davantage se convertir. Il s'agit ici de déchristianiser toutes les idées face aux abus observés dans la gestion de l'ecclésiastique en complicité avec le pouvoir politique en place. Le convulsionnaire croit fermement au miracle. Bon, il y a des miracles dans les arcanes du destin, mais est-ce que cela va faire d'André Libois Tchalambani un janséniste convulsionnaire? Je ne pense pas. En tout cas, il suffira de lire. Il y a enfin donc les nostalgiques. Alors, c'est ceux de Port-Royal qui veulent revenir à l'orthodoxie du jansénisme. Et donc, pour Port-Royal est une communauté religieuse d'obédience cistercienne, oui, fondée en 1204 au sud de Paris, notamment dans la vallée de Chevreuse. Cette communauté est proche de Jansénius, puisqu'elle prend, le fondateur justement du jansénisme, puisqu'elle prend pour guide du verger de Oran, ami intime de l'auteur de l'Augustinius. L'auteur de l'Augustinius, c'est l'ouvrage éponyme à partir duquel le jansénisme va commencer avec Jansénius. Donc il est question ici de redorer les lettres de noblesse de la philosophie d'Augustin, qui accordait du crédit à la grâce suffisante et à la prédestination. Nous retrouvons déjà là les arcanes du destin. La parousie devient une fois de plus le fondement eschatologique et ou téléologique. Dieu prédestine les hommes
à une vie paradisiaque sans nécessairement faire du libre arbitre. Les nostalgiques préconisent un véritable retour aux sources en contradiction avec le pélagianisme. Pélage, qui est également un fondateur du jansénisme, et son trop plein de rationalisme qui a fini par dévoyer le sens de l'existence de l'homme. Voilà un peu pour le jansénisme en général, avec ces trois orientations. Alors, une question surgit. Où classer donc André Liboire Tchalamani? Puisque j'ai dit, nous passons de l'existentialisme sartrien au jansénisme relooké, mais pas de passage au sens de marche, de mouvement, de continu, mais plutôt de discontinuité, de rupture. Alors, nous allons revenir donc au point, dernier point de notre propos, qui est intitulé ainsi Rose Pop, c'est le héros du roman, Rose Pop ou du jansénisme tchalamanien. Introduction au jansénisme stoïcisant. Et je vais camper ici 6 points essentiels qui vont nous permettre d'avoir une lecture ou alors une certaine herméneutique du jansénisme tchalamanien. Le premier point, ce sera le problème du mal. Le second, la question de la nature. Le troisième, la question du destin. Le quatrième, la question de Dieu. Le cinquième, l'éthique tchalamanienne. Et le sixième point, la question des savoirs ou de la science. Commençons par le premier point. Les chapitres 3, et surtout le premier chapitre, campe cette question du mal qui semble gouverner toute la société dans laquelle va grandir et triompher Rosport. En commençant par le village Miwo, je ne sais pas si c'est un bon mot, Miwo, voilà. Alors, il y a ici des figures du mal, pas du mal avec eux, puisque c'est l'avantage du sexe féminin, ces figures-là. Nous avons Anaba, Bitomo, qui sont les co-épouses de Ruffin, la grand-mère de Rosport. Vous avez également Ngweb, la femme de son père, pour lequel il sera accusé d'avoir, c'est pas accusé injustement, d'avoir volé 400 000 francs et mis dehors, justement. Puis Tègle, très célèbre par ses entourloupes, par le montage des stratagèmes mettant en mal, n'est-ce pas, Rosport, qui chaque fois donc va aller et revenir, mais chaque fois ne retrouvera jamais la peine chez tonton Jean-Pierre. Alors, les figures du mal s'opposent à celles du bien, qui triomphent heureusement. Nous avons Ruffin, on aurait dit Ruffin, mais il n'y a pas eux. Il y a des Ruffin qui s'écrivent ensemble. Ah d'accord. Donc, Ruffin, Joséphine c'est la mère de Rosport, maman Julienne, maman Sandé, et surtout Trésor. Trésor, c'est l'édile, n'est-ce pas? Celle qui dirige le gouvernement interne de Rosport. Alors, il y a ici donc, dans cette gestion du problème du mal, une approche stoïcienne revendiquée par l'auteur. Bien sûr, l'auteur, parce que Rosport est le héros principal, mais il y a un narrateur du récit qui promène chaque fois le lecteur à travers les dédales, les arcanes du destin de Rosport. Alors, l'auteur lui-même pose la question en page 84 et il répond en page 69. Allons-y rapidement en page 84, pour ceux qui ont déjà l'ouvrage. Eh bien, il dit ceci, vers la fin, vers le dernier paragraphe, sommes-nous vraiment libres de choisir notre trajectoire existentielle, ou de proposer à quelqu'un d'autre notre propre trajectoire, surtout lorsque ce choix ou cette proposition
ne sont pas en phase avec l'ordre programmatique providentiel. Voilà la question essentielle au cœur du jansénisme tchalambanien. Et la réponse est donnée bien avant, pour les lecteurs curieux, en page 69. Alors, on y lit ceci, page 69. En ce sens, ça c'est le paragraphe qui est au milieu, en ce sens qu'elle traduise sa philosophie essentialiste ou janséniste auréolée de stoïcisme, c'est de la croyance à la prédestination en l'harmonie rétablie. Et il poursuit, elles ont vocation à ramener, il s'agit des paroles du mouvement de sa maman, à ramener Rospop à accepter stoïquement son destin sans gémir ni pleurer. Est-ce que ça fait donc de lui un fataliste? Ça nous ramène à la question du destin. Si l'on s'en tient aux réactions diverses de son héros, qui est Rospop, on ne pourrait pas ranger André Limboua Tchalamani dans la catégorie des fatalistes. Il y a certes une prédestinée, mais l'individu a le devoir de se battre pour se donner une vie meilleure. La prédestination ne doit pas nous prédestiner, permettez la tautologie, au panglossisme, ce qu'on appelle le syndrome de Pangloss. Vous vous souvenez de Candide, de Voltaire? Pangloss qui proclame tout est au mieux dans le meilleur des mondes possible. Un optimisme plat, béat. Ici, Rospop est un optimiste réaliste. Un optimiste réaliste. Alors, de même, c'est le troisième élément, troisième marqueur du jansénisme tchalambanien, c'est la question de la nature. Alors, la nature a le don de nous pourvoir de différentes qualités, capacités, capabilités, comme on dit aujourd'hui dans le langage du marketing. Et donc, Rospop reconnaît cette force de la nature, mais tout en disant, bien sûr, que cette nature n'est pas tombée du ciel. Il y a effectivement, on va le voir, une force originaire, qui pousse l'individu donc à adopter ce plan inscrit dans la nature. Il fait donc le pari du spiritualisme contre un matérialisme mécaniste. Et cela se voit lorsque Rospop se lève à la surprise de tout le monde, alors qu'il, depuis la naissance, il n'a pas réussi à marcher jusqu'à 2 ans. Mais, un bout de petit matin, il se lève et commence à marcher tout seul. Cela se voit également lorsque Rospop, au-delà dans ses multiples péripéties entre Koteng, Yaoundé, Baganté, Miwo, Marwa, il va se retrouver donc chaque fois au cœur des tribulations, prêt à abandonner, mais il va se dire la nature l'a voulu ainsi. Donc c'est un homme qui respecte la nature. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'on peut comprendre la spécialisation philosophique qu'il a adoptée et pour laquelle il est l'un des pionniers en Afrique, à savoir la bioéthique. Alors, il y a la question de Dieu. Rospop est un chrétien catholique assumé, mais qui ne se prive pas de faire également recours aux traditions, aux valeurs ancestrales, dans la mesure où celles-ci sont également un plan de Dieu pour permettre à l'homme
d'atteindre, de triompher des différentes affres, des sortilèges, des différents marabouts ou des pratiquants de ce que nous appelons la sorcellerie. C'est donc quelqu'un qui croit en Dieu, contrairement aux Nietzsche qui ont proclamé la mort de Dieu. Le cinquième marqueur, c'est l'éthique stoïcienne qui est la sienne. Et il y a quelques maximes, si vous lisez l'ouvrage. Il y a d'ailleurs une question en page 22. L'auteur pose une question éthique. Parce qu'il estime qu'une vie qui n'est pas éthiquement assumée ne vaut pas la peine d'être vécue. C'est-à-dire qu'il combat toutes les boursouflures, les attitudes néfastes et nécrologisantes de ceux qui l'ont eu comme un jeune enfant, adolescent ou adulte, et qui ils étaient chargés de conduire ces pas. Donc, page 22, on y va vers la fin, et voilà la question que Rospop pose. Est-il éthiquement plausible de transposer les ressentiments qu'on éprouve vis-à-vis d'un adulte sur un innocent, un petit ange candide? Alors, là c'est la question éthique. Et en page 16, il y a une réponse qui jaillit à travers une maxime. Il y a beaucoup de maximes que j'ai recensées dans le texte et je vais m'en limiter à une. Je vais me limiter à une ici. Alors, donc page 16, c'est le deuxième paragraphe, vers la fin. Il dit bien, Rospop bien sûr dit, moralité. Il ne sert à rien de haïr un frère parce qu'il aura été béni par la nature au travers des biens matériels. Il convient plutôt de rendre grâce à cette dernière. Que de guerre se font, que de haine, existe dans nos familles. Et donc, Rospop, apôtre de la paix, irnologue et pas polémologue, choisit donc la voie de la sécurité globale. Le dernier élément ici qui m'a paru très important à signaler également, c'est la question de la science ou des savoirs. Pour le janséniste André Liboire Chalambani, le janséniste stoïcisant, eh bien, il y a deux voies concomitantes qui mènent au savoir. La voie traditionnelle la plus reconnue, c'est la voie de la science, avec ses méthodes, avec ses concepts, avec ses paradigmes, avec ses applications. Mais aussi, il y a la voie de ce qu'il appelle la voie du paranormal. La voie, et il a utilisé un concept très intéressant là-dessus, je crois que ça doit être inaugural pour ça. Le concept de patrimonialité. La clinique patrimoniale. Au lieu de parler de médecine traditionnelle, qui est souvent un thème qu'on jette sur cette pratique, il parle de médecine patrimoniale. Et donc, il est important pour nous autres, d'après donc cette présentation du jansénisme tchalambanien, d'arriver à mettre en intrication ces deux pratiques, ces deux entreprises pour réussir dans le pari de la vérité, le pari du bonheur. Et c'est son secret. Rospop a réussi à le faire. De la naissance où il est malade, où sa grand-mère l'amène à l'hôpital, où il a une diarrhée depuis plus de 4 ans, 5 ans qui traîne, et complètement allongé, finalement il réussira à guérir grâce donc à l'association de deux médecins. On le voit également lorsque Rospop, très malade, alors qu'il est à 8000 km du Cameroun, eh bien, il va donc associer les prières, et même ces prières-là également, aux pratiques animistes conseillées, n'est-ce pas, qui ont été conseillées par Trésor, depuis le Cameroun. Voilà, mesdames et messieurs, les différents éléments qui permettent
qui nous permet de dire qu'il y a désormais à relever 4 orientations essentielles au jansénisme. Jansénisme nostalgique, le jansénisme rationnel, les appelants rationnels, et surtout, désormais, le jansénisme stoïcisant, ou si vous voulez faire plus bref, le jansénisme chalambanien. Je vous remercie. André Liboire Tsalambani est professeur titulaire des universités depuis plusieurs années, qu'il est le vice-doyen chargé de la recherche et de la coopération de la faculté des lettres et sciences humaines de l'université de Tchang, et que dans une vie administrative antérieure, il a été le chef de division de la coopération à la direction des affaires académiques et de la coopération à l'université de Tchang. Nous lisons les lignes de son destin et nous sommes convaincus que ce destin l'amènera plus loin encore. Mais en attendant, je voudrais solliciter vos applaudissements, mesdames et messieurs. Sollicitez vos applaudissements pour prier le professeur André Liboire Tsalambani de prendre la parole. Professeur, nous vous écoutons. Je vous remercie infiniment d'être venus si nombreux pour honorer de votre présence cette cérémonie qui marque la présentation dédicace de mes tout premiers balbutiements d'interprétation romanesque et fictionnel. Alors, d'aucuns pourraient se demander qu'est-ce qu'un philosophe va chercher dans l'univers romanesque et fictionnel. Je dirais simplement que le roman est un vecteur de liberté. Alors, les travaux académiques, tels que les thèses de doctorat, les travaux scientifiques, tels que les essais, les articles scientifiques, nous embrigadent dans un carcan méthodologique, canonique et protocolaire qui est relativement inhibant et qui nous empêche parfois de dévoiler notre intimité conscientielle, qui nous empêche de dévoiler nos convictions intimes. Le roman est donc l'occasion parce qu'il est digeste, il est très ouvert, il s'adresse à un public plus large, il permet donc le dévoilement des convictions intimes. Donc il ouvre des franges à un penseur de pouvoir véhiculer ses idées de la manière la plus aisée qui soit. Alors je ne suis pas le premier philosophe à avoir emprunté ce chemin. Il y a des aînés qui l'ont fait, Jean-Paul Sartre, Gilbert Oudoir, Hubert Monondiana, Lucien Alissi, et j'en oublie certainement. Alors, pourquoi avoir choisi d'écrire ces romans? Alors, j'ai choisi d'écrire ces romans pour 3 raisons principales. La première, c'est le règlement d'un vieux contentieux personnel. Alors, il se trouve que j'ai eu beaucoup de sympathie vis-à-vis de la langue française. Et celle-ci me l'a si bien rendue. Parce que c'est grâce au français que j'ai passé l'essentiel de mes diplômes, du primaire jusqu'au secondaire. C'était grâce à la langue française. J'étais toujours parmi les meilleurs. Mais arrivé en terminale, j'ai été séduit par une autre discipline, la philosophie. Alors, de ce fait, il s'est créé en moi une dissonance cognitive qui a débouché sur une conflictualité affective entre le français et la philosophie. Alors, après l'obtention du bac, cette conflictualité entre moi et moi-même a connu une acuité, une intensité, une prégnance tout à fait particulière. Je me suis retrouvé face à un dilemme. Fallait-il que je m'inscrive en lettres modernes françaises ou alors en philosophie?
n'ai pas eu le courage de trancher tout de suite. J'ai voulu me dépiner et aller faire les sciences juridiques. Mais c'était sans compter avec l'implacabilité et l'irréversibilité du destin. Je me suis rendu à la faculté des sciences juridiques et politiques. C'était encore une cérémonie universitaire. Alors je me suis retrouvé devant une doctorante. C'est le doctorant qui était chargé d'inscrire les jeunes bacheliers en première année. Alors je me suis retrouvé en face d'une doctorante. Alors j'ai dû présenter mon dossier d'inscription en première année de droit. Alors elle a regardé mon dossier et elle m'a imposé une exigence tout à fait surréaliste. Elle m'a demandé mon bulletin de la classe de 3e. Une exigence qu'elle avait demandé à personne d'autre, à aucun jeune autre bachelier. Alors je me suis rendu au 16 de Cola, j'ai ramené les bulletins de la classe de 3e. Je les lui ai présentés. Elle m'a dit non, c'est pas possible. Il faut les bulletins de terminale. Pendant qu'elle m'imposait cette exigence surréaliste, elle inscrivait d'autres jeunes bacheliers devant moi. Et ceux-ci étaient interloqués. Ils ne comprenaient absolument rien. Ils étaient mitigés. Parce que c'est une exigence qui n'existait nulle part dans la composition du dossier. Alors voilà comment j'ai finalement compris que mon inscription en faculté de sciences juridiques et politiques n'était pas inscrite dans l'ordre programmatique de ce que j'appelle l'imagination primordiale ou originaire, c'est-à-dire Dieu. D'où l'implacabilité du destin. Alors, j'ai donc décidé d'aller m'inscrire, de prendre une première inscription en lettres modernes françaises. Malheureusement, après une année, j'ai dû repousser chez moi pour aller m'inscrire en philosophie, pour des raisons qui sont contenues dans le roman. Alors, je me suis inscrit en philosophie et tout le monde sait ce que je suis devenu. Alors, j'ai toujours eu un sentiment d'injustice vis-à-vis de la langue et de la littérature française. J'ai toujours eu le sentiment que j'ai été injuste vis-à-vis de cette langue qui m'a tout donné. Raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire ce roman, parce que la langue française est une langue poétique, une langue qui est tout à fait... dont les vocables contiennent des sonorités. Elle est mélodieuse, elle est radieuse, elle est gracieuse. Et j'ai décidé de lui rendre hommage à cette langue au travers de ce roman. Ça, c'est la première raison pour laquelle j'ai écrit ce roman. La deuxième raison, c'est de tordre le cou à l'existentialisme sartrien, comme l'a si bien dit mon ami et collègue, le professeur Roger Mundou. Alors, pendant que j'ai séjourné en lettres modernes françaises, j'ai lu un roman de Jean-Paul Sartre qui s'intitule La nausée. Alors, c'est un roman qui m'a interpellé, qui m'a bousculé dans mes convictions. Et j'ai décidé de régler quelques comptes à Jean-Paul Sartre dans ce roman. Alors, le héros de ce roman s'appelle Antoine Roquentin. Antoine Roquentin entreprend un périple qui le conduit dans des villes françaises. Il est accompagné de quelques amis. Alors, ayant faim et soif, il décide de s'arrêter dans une contrée, dans une petite ville. Question de se ressourcer. Ils vont dans un restaurant. Ils commandent à manger et à boire. Alors, Antoine Roquentin et ses amis se mettent à manger et à boire. Alors, pendant qu'ils sont en train de partager ces repas, eh bien, Antoine Roquentin demande à ses amis, mais que faisons-nous ici? Nous voici, nous sommes en train de manger et boire, alors que rien ne justifie notre existence. Pourquoi préservons-nous notre existence alors que rien ne la justifie? Qui peut me dire ce qui justifie
présence ici et pourquoi nous gargarisons-nous de nourriture et de boissons. Alors, ses amis ont été tout de suite saisis de nausée, la nausée existentielle. Ils ont compris que leur existence était complètement absurde. Ils se sont séparés pratiquement en queue de poisson. Donc pour Jean-Paul Sartre, l'existence n'a pas de sens. L'existence est un non-sens. Elle est absurde, elle est contingente. Alors moi j'ai écrit ce roman pour dire non à Jean-Paul Sartre. Alors, le professeur Mondoué a baptisé ma théorie jansénisme eurologique. C'est vrai, il a fait des grands développements qui sont tout à fait pertinents et je les adopte. Mais je voudrais ajouter quelque chose. Je m'oppose à Jean-Paul Sartre en proposant ce que j'appelle l'existentialisme, le missionnariat existentiel. Alors, je réponds à Antoine Roquentin que nous préservons nos vies, nous mangeons et nous buvons parce que nous avons des missions à accomplir. C'est ce que j'appelle le missionnariat existentiel. Parce que j'estime que le monde a un macro-sens qui lui est incrusté. Et les différentes trajectoires existentielles participent chacune à sa manière à l'accomplissement graduel et processuel du monde. Et cet accomplissement-là a pour téléologie, a pour antélégie le bien. C'est vrai, il y a des forces contraires qui sont outillées par les forces du mal et qui nous amènent à désespérer du bien. Mais je dis que le sens du monde, c'est l'accomplissement du bien. Et les différentes trajectoires existentielles participent à l'accomplissement processuel et graduel du monde. Et donc, ma théorie, qui pourrait inspirer les étudiants de philosophie et même les littératures, s'appelle le missionnariat existentiel. Rospo, le héros, est prédestiné. Il a été investi de haute mission par l'imagination primordiale, Dieu. Et lorsque Dieu vous investit des missions, il vous donne les moyens de vous protéger. Rospo, depuis les entrailles de sa mère, les serviteurs du mal ont perçu une étoile alors qu'il était encore dans les entrailles de sa mère. Ils ont décidé qu'il ne naîtrait pas. Il a passé 11 mois dans les entrailles de sa mère. Et lorsque il a fallu que sa mère, sa génitrice, entre le travail, elle a passé 15 jours, comme l'a si bien appelé le professeur Fouti. 15 mois de travail et elle saignait sans arrêt. 15 jours, pendant 15 jours. Alors le plan des serviteurs du mal, c'était quoi? C'était qu'elle meure avec cette étoile dans ses entrailles. C'était ça le plan outil par les forces du mal. Mais lorsque Dieu vous investit une mission, il vous donne un certain nombre il vous accorde une certaine protection par ce que j'appelle les forces cosmiques vertueuses. Rospo était protégé de jour comme de nuit par les forces cosmiques vertueuses, commanditées par l'imagination primordiale. Il a été persécuté depuis les entrailles de sa maman jusqu'à la vie adulte. Et je voudrais indiquer que les persécutions qui sont indiquées dans les arcanes du destin, ce sont les persécutions emblématiques. Rospo a essuyé des centaines de persécutions. Il y en a qui n'ont eu aucun effet. Parce que protégés par les forces cosmiques vertueuses.
j'ai écrit ce roman pour dire que nous sommes tous, chacun ensemble, investis d'une mission. Chaque trajectoire existentielle est investie d'une mission. Il faut simplement savoir l'identifier, avoir la perspicacité et la sagacité de l'identifier et de se donner les moyens de l'accomplir. Voilà ce que j'ai voulu. Voilà l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce roman. Alors, la dernière raison, c'est rendre hommage à l'imagination primordiale. Alors, ce roman est un témoignage. Parce que beaucoup d'entre nous, nous parlons de l'amour de Dieu, l'amour divin. Mais très peu d'entre nous sommes en mesure de mettre un contenu dans ce qu'est l'amour de Dieu. Alors, ce roman vous permet de mettre un contenu à la notion d'amour divin. C'est un ouvrage qui vous permet de mettre un contenu à la notion d'amour divin. Un roman qui vous permet de mesurer quel peut être l'immensité, l'incommensurabilité de l'amour divin. Roscoe naît dans des conditions troubles. Il est protégé. Vous savez, les membres, lorsqu'on vous nomme ministre, vous avez un seul garde du corps pour protéger votre autorité. Mais les spécialistes des sciences paranormales, les spécialistes de la médecine primordiale, chaque fois que Roscoe se retrouvait en présence d'eux, il y en a qui avaient la chair de poule. Et lorsque Roscoe leur demandait qu'est-ce qu'il leur arrivait, il lui répondait: qu'est-ce que vous avez fait à Dieu pour être si protégé? Vous avez toute une milice qui vous protège, des esprits qui sont commandités par l'imagination primordiale. Qu'avez-vous fait à Dieu pour mériter cette miséricorde, pour mériter cet amour? Alors donc, j'ai voulu écrire ce roman pour mettre en lumière le périmètre, quel peut être le périmètre de l'amour divin, afin que nous puissions mettre en contenu désormais à la notion d'amour divin. Donc, c'est une action de grâce, c'est un témoignage. Et lorsque chacun aura eu le privilège de lire ce roman, il comprendra par lui-même que l'amour divin n'est pas en vain, que Dieu existe et il nous confie des missions. Et lorsque vous êtes investi de ces missions-là, il fait tout pour vous protéger jusqu'au jour où il décide de vous rappeler. Voilà, c'est le message que j'avais à vous transmettre à travers ce roman.